reprise qu'on propose en intégralité depuis l'an dernier. C'est un peu une première et on a pu voir qu'on a pu faire de belles rencontres et proposer d'être un peu à Cannes, après Cannes, ici à Montreuil. Donc merci de nous suivre dans ces propositions nouvelles. On recevra bien sûr l'équipe du film Les Pistolets en plastique, donc le réalisateur Jean-Christophe Meurice et ses acteurs Laurent Stocker, Charlotte Lamel et Anthony Pagliotti qui nous rejoindront à l'issue du film pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Et je remercie l'association Rancœur Méliès qui est partenaire de cette soirée. Et donc je vous signale que dans le prochain programme, Rancœur vous proposera une initiative qui consistera en une rencontre autour du montage, voilà, sur une forme un petit peu inédite et originale, avec d'abord une table ronde en entrée libre avec 3 monteurs qui sera animée par notre ami cinéaste Dominique Moll, notre voisin, disons, et suivi par la présentation de Seules les bêtes de Dominique Moll, qui sera suivie par une rencontre entre Dominique Moll et son monteur Laurent Rouen. Voilà, donc ce sera le 24 juin, notez ça dans vos tablettes. Dans le prochain programme, voilà, je vous laisse avec les pistolets en plastique et on se retrouve à l'issue de la séance pour échanger avec l'équipe. Merci à toutes et à tous et très bonne séance. Jean-Christophe Meurice, le réalisateur, l'acteur Laurent Stocker, Charlotte Lamel et Anthony Pagliotti. C'est dommage parce que normalement il y a ma fille qui chante, mais on l'aura pas. On la remettra après la rencontre peut-être. Ouais, on repasse le film sinon. On le repassera dès le 26 juin, notez la date de sortie tout de suite. Je remercie au passage aussi Backfilm qui nous a permis d'organiser cette avant-première, vous pouvez les applaudir. Je vais peut-être vous poser quelques premières questions, mais dès que vous voulez prendre la parole, manifestez-vous, levez la main, levez-vous, enfin, en fait, ce qu'on vous sent. On m'entend là? Oui, très bien. Mais on reste avancé, c'est une très bonne démarche pour pouvoir. Pour que tout le monde nous voit, enfin, surtout vous. Peut-être la première question pour Jean-Christophe. Alors, l'histoire de Xavier Dupont-de Ligonnès, c'est une histoire vraiment tentaculaire. Je me demandais s'il y avait un élément en particulier ou peut-être qu'est-ce qui t'avait donné particulièrement envie de d'écrire cette histoire et d'en faire un film, et peut-être aussi, comme le film a été écrit à deux, la question peut-être aussi à lui. Moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi j'ai été marqué pendant octobre 19 par l'arrestation du faux, Guy Joao. Parce que quand même, on s'est tous fait avoir quand on a dit c'est lui, ah ouais, c'est lui, et puis au bout de quand même une minute ou deux, on se dit mais est-ce que c'est vraiment lui? Et quand même, après, quand je me suis renseigné sur l'histoire, de me dire ce pauvre Guy Joao, et je me suis dit oui, ce pauvre bonhomme pré-retraité de chez Renault qui va voir sa compagne à Glasgow, et tout d'un coup, ils ont retrouvé l'ennemi public numéro 1, 48 heures de souffrance. Ouais, c'est ça, j'avais l'impression d'être dans un dessin de Sampé, quoi. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que pourrait faire l'autre s'il est vivant? Et voilà, bon, vous avez vu le film, je ne vais pas le raconter, mais il y avait cette chose-là. Et puis surtout, quand même, l'histoire jouée par Anthony Pagliotti, Zavata, c'est que quand on demande aux policiers écossais à l'époque, mais pourquoi avoir arrêté ce pauvre monsieur, quoi? Ben, chez nous, on a des indices qui sont notés de 1 à 6, comme les chauffeurs Uber en France. Et il y en a un qui nous a appelé, c'était 6 étoiles. 6 étoiles. Wow, on s'est dit, vraiment, je me suis dit, moi, je me suis imaginé, waouh, le super indique. Et bon, bah voilà, c'est un peu le rôle d'Anthony au départ. Donc voilà, il y avait ces 2 ou 3 premiers ingrédients qui fait qu'ont été des fondations pour le scénario. Et
Et voilà. Et puis après, je vous présente Amélie, donc, qui collabore avec moi sur le scénario et tout, et le tournage et tout ça. Et c'est aussi une épouse. On a 3 beaux enfants. Sa vie chante dans le film. On a 3 beaux enfants. Et non, voilà, non, c'est le point de départ. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, ça me marque. Il y avait aussi les 2 personnages voilà, joués. Après, sont arrivées les 2 enquêtrices, voilà, ça nous plaisait beaucoup un peu ce Thelma et Louise version revisitée. Voilà. Je crois que les prénoms n'ont pas été choisis au hasard, si je peux me permettre les prénoms des 2 enquêtrices. C'est jamais au hasard, bien sûr, mais... Léa et Christine, ouais, c'est Léa et Christine Papin. Parce que l'énucléation, c'est pas que, comme dirait le délire de l'artiste, hein, c'est pas que ça. L'énucléation, c'est célèbre dans les crimes français. Et l'aînée Papin, je crois que c'est Léa Papin, a énucléé sa patronne, cette fameuse affaire qui a tant bougé, comment dire, les Français. Enfin, je sais pas si vous savez l'histoire des 100 Papins, les 2 bonnes, enfin, c'est devenu d'ailleurs la pièce de Jean Genet, les bonnes, et les 2 domestiques qui se sont révoltés contre leur patron, et un après-midi, elles en avaient marre d'être humiliées par leur patronne, la bourgeoisie, on va dire, parce que c'était le prolétariat. Et ben, la meilleure idée qu'elle a trouvée, c'est d'énucléer ça sur le perron. Voilà. Donc, voilà, et donc, cette torture, quand même, a fait, comment dire, les journaux de l'époque. Et j'ai repris les 2 prénoms en référence. Mais voilà, c'est des petits clins d'œil. C'est rire à la chanson. On peut peut-être demander à Laurent le rôle de Xavier Dupont de Ligonnès, à la fois meurtrier, tueur d'enfants, tueur de femmes, homme le plus recherché de France, et qui exerce une certaine fascination. C'est sur le papier, c'est un rôle en or ou c'est vraiment un piège? Toi, tu l'as reçu comment, cette proposition? Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'arrêtais pas de jouer des hommes politiques, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, soit c'est dans la logique des choses, jouer politique. Voilà. Non, moi, je trouve ça toujours intéressant de jouer des rôles un peu complexes comme ça. Et puis, quand j'ai rencontré Jean-Christophe, il m'a dit, voilà, en fait, c'est l'histoire de Dupont de Ligonnès. Je lui ai dit, voilà, physiquement, ça ne va pas le faire. Il me dit, non, mais je veux surtout pas qu'il lui ressemble physiquement. Donc ça, j'ai été battu. Mais non, c'est intéressant parce que c'est complexe, c'est d'une grande complexité. Et puis, il y a toujours une part de soi c'est pour ça que ça fascine aussi, c'est pour ça que je pense que c'est une histoire qui fascine. C'est parce que on a une part en nous qui ne passe pas à l'acte, mais qui pourrait. Et c'est pour ça que c'est fascinant, quoi, chez les serial killers, chez ce qu'on appelle entre guillemets les monstres. Moi, j'en ai joué pas mal au théâtre aussi, que ce soit Arthur Rouy ou Néron. Et ces personnages-là sont évidemment intéressants à jouer, parce qu'ils sont complexes. Et alors, il y a 2 rôles en plus dans le. Oui. Oui, alors l'autre est plus, est moins complexe, on va dire. C'est moins complexe, mais il y a cette question que peut-être vous êtes posée, je sais pas, je sais que certaines personnes se posaient, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le même acteur? Il y a quand même cette petite subtilité qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, j'ai pas compris. C'est-à-dire il y a des gens qui le pompiste. Si c'est moi qui joue le pompiste. Oui, non, je parlais pas du faux, j'avais oui, c'était bien. J'étais un peu, je me disais, waouh. Non, je suis allée loin, mais pas si loin. Montrer, alors le projet de film, la programmatrice, elle a rien compris aussi. C'est de surprise en surprise à Montreuil. C'est le mec qui fait aussi le pompiste, mais le pompiste aurait pu être arrêté aussi. Ça m'a plu aussi. Ça sera un prochain film. Clé aussi. Non, mais ça, c'est une scène où il y a quand même le truc avec Ligonnès qui est assez dingue, c'est qu'on le voit partout. Donc, c'est vrai que j'avais envie d'écrire cette scène sur le fait qu'on le voit partout. C'est dingue, de toute façon. On a eu Landru et on a maintenant Ligonnès. Dans l'histoire des criminels en France, il n'y a jamais eu autant. Il y a plus de fans de Ligonnès que des lecteurs de Macron.
C'est pas difficile, c'est sûr. Mais non, mais comment dire, le nombre de society qui a été vendu, c'est pour ça que se pose vraiment la question ici en France, pourquoi cette fascination pour lui, pourquoi lui, quoi. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, du coup, sur l'angle de la fascination, peut-être on peut demander à Charlotte par rapport au rôle de la femme fascinée par Dupont de Ligonnès. Est-ce que c'est une question, toi, enfin, ton rapport peut-être à l'affaire de Ligonnès, est-ce que c'est une question que tu t'étais posée ou que tu t'es posée pour préparer le rôle, la façon dont ces personnes-là se... Pas du tout, c'était totalement en dehors de ça. Non, c'est totalement autre chose. Après, c'est vrai que c'est un personnage qui pose beaucoup de questions et on est nombreux à s'imaginer vraiment qu'il... Enfin, voilà, chacun il va de sa petite histoire. Mais non, ça m'a pas... Enfin, à partir du... Moi, j'aime bien jouer les gens amateurs, déjà, ça m'intéresse. Parce que souvent, derrière le côté... amateurs, il y a des gens qui sont passionnés, qui n'ont pas besoin de vivre pour une passion. Déjà, c'est très noble souvent. Bon, ça dépend, on ne peut pas vraiment se tromper, c'est le cas. Mais moi, le côté amateur, moi, je trouve que c'est... qui sont qui ont des quêtes un peu personnelles, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais qui cherchent quelque chose. Comme... je ne sais pas quoi. À ce propos. Je vais juste poser une question à Anthony et puis ensuite je vais passer la parole en premier, promis. Parce que quand même on a un des personnages qui a la douche écossaise, il est décrit comme un surhomme au sang de chauve-souris et puis en trois plans comme ça on le voit s'étouffer avec un cure-dent et se faire engueuler par sa femme. Donc c'est vraiment une descente, peut-être pas aux enfers mais de charisme total. Je sais pas comment toi tu as... du coup, appréhender ce personnage comme un loser ou un... C'est ma vie. Ok. Pas trop de... Dans ma carrière. Non, mais au début, l'idée de Jean-Christophe, c'était le personnage américain. Il m'a dit, tu vas voir un truc tel qu'il était décrit. Puis après, ça a changé. Il s'est dit, fais-toi pousser les cheveux. Alors, j'avais un autre film, je ne pouvais pas. J'ai dit, bon, bah, on va prendre une perruque. Il n'était pas convaincu par la perruque. Et puis après, on est parti sur Javier Bardem. Mais il m'a dit, il faut qu'on voit, qu'on rigole, quoi. Donc, voilà. Et donc, on est parti sur la perruque. Ah oui, ça joue à pas grand-chose. Ah non, c'est toujours ça. Et puis, il y a eu un jet de cure-dent sur le tournage. Quelqu'un qui m'a dit, tiens, cure-dent. Je dis, bah ouais, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Et puis, voilà. Et du coup, c'était quoi la question, pardon? Bon, enfin, c'était une question et aussi une remarque sur l'entrée assez spectaculaire de ce personnage dans le film. Et alors, avec un nom aussi qui donne quelques indices sur sa... Puis qui finalement finit par gagner. Ouais. C'est dire qu'il finit par gagner. Bah, du chance, c'est vrai, il a du sens de chauve-souris. C'est génial. On n'explique pas. C'est quand même un film très mystérieux aussi. C'est un film avec beaucoup de mystère. Et pour finir sur le cure-dent, bah, c'est... Ouais, je lui dis, Jean-Christophe, je peux faire ça? Il me dit, ouais, vas-y. Et puis après, bah voilà. Non, avec très peu d'entraînement, il a réussi. Il ne faut pas faire ça chez vous. On improvise quand même professionnels. beaucoup aussi sur les tournages. Bon, ça. Je vais vous donner le micro parce que je vais prendre la... On dirait ça, moi. Merci, bonsoir. Tu veux acheter? Peut-être que ça répond un peu à ma question, mais en fait, je me demandais comment vous travaillez avec les acteurs. Est-ce que, parce qu'il y a des longues discussions très quotidiennes et naturelles, et je voulais savoir si tous les dialogues étaient vraiment écrits mot par mot, ou si vous laissez un peu d'improvisation, de mise en situation avec... Pas qu'un peu, non. Non, comment dire, effectivement, avec Amélie, on écrit le scénario, il y a les situations, les personnages, on écrit aussi des dialogues pour donner l'humeur pour eux, mais moi, et les enjeux et les intentions. Mais comment dire, ce qui est important pour moi, c'est qu'effectivement, j'aime bien m'entourer d'acteurs qui n'ont pas peur d'improviser,
parce que obligatoirement il va avoir du vivant. Alors ils sont très, c'est très guidé, ils savent très bien, mais non, justement il y a une grande place à cette liberté-là, parce que de toute façon la quête de chaque réalisateur est la même. C'est au moment où on va tourner, il se passe quelque chose de très angoissant. Il faut que ce soit vivant, extrêmement vivant. Moi, c'est mon obsession, c'est pour ça que j'aime les acteurs et les diriger de ça. Il faut trouver, c'est comme une note, il faut que la chose soit vraie. Alors le vrai est subjectif, toujours, mais voilà. Donc moi, ma manière, c'est qu'effectivement l'improvisation est un processus pour arriver à ce présent, à cette qualité de jeu que vous dites naturelle, immédiate, spontanée. Et voilà, c'est ma manière. Et puis, je crois que aussi personnellement, si j'écrivais des scénarios et je demandais après aux acteurs de dire, bah alors voilà, là, virgule, tu fais ça, à un moment tu poses le verre, oh, surtout tu as oublié le mot, là. Je crois que si c'était le film était la représentation parfaite de ma psyché, je crois que je m'emmerderais beaucoup. Pour moi, avant tout, le théâtre ou le cinéma, c'est la rencontre avec l'autre, avec un grand A, et que c'est un peu aussi des associations d'imaginaire. Et qu'obligatoirement, si on prend le risque de ça, comment dire, sachant que, encore une fois, c'est très guidé avec Amélie et moi, ben on obtient un type de jeu comme ça, quoi. C'est-à-dire et puis surtout, moi, j'aime beaucoup rester. On fait des très longues prises à plusieurs caméras, donc chaque prise est unique. Il n'y a pas de champ contre champ chez moi, je le fais directement. Et justement, ça nous met, Amélie et moi, derrière le Congo encore en spectateur. En même temps, on a nos exigences par rapport à la narration du film, ce qu'on a envie d'entendre et voir les personnages. Et en même temps, on reste spectateur parce qu'ils peuvent nous faire rire, nous faire peur. Voilà, c'est ça, et chaque prise est différente. Et puis, ça continue aussi au montage. Ça ne s'arrête jamais. Donc le tournage, moi, je le considère comme une fête chaque jour. Chaque jour doit être une fête de tournage. C'est-à-dire comme la préparation d'un mariage. Et après, le montage, c'est la gueule de bois. Godard le disait autrement, il disait le tournage c'est l'endroit de l'inconscient et le montage c'est l'endroit de la conscience. J'aime beaucoup cette idée-là. Mais le jour du tournage, effectivement, ça doit être, on doit faire tout ce qu'on a envie de faire et avec la plus grande liberté. Et puis voilà, moi, quelquefois je propose des chemins avec Amélie, puis on ne sait pas pourquoi, Laurent, Charlotte, Anthony vont prendre un autre chemin, un cure-dent qu'ils trouvent dans la poche, ils font ça. Et là, il faut prendre ce chemin-là, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui va se passer. Et qui reste évidemment fidèle au scénario, mais c'est. Voilà, le jeu, c'est. Il y a Pierre Salvadori qui disait quelque chose moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'il a cette angoisse-là, comme tous les réals, au moment de l'action, il dit bon, c'est le moment de réanimer les cadavres. Cette expression, elle est vraie. C'est comment trouver le vivant, quoi. Pour que ce soit vrai, juste. Alors, de ma manière, c'est de les laisser les plus. S'ils ont envie de prendre des libertés, alors, moi je suis très preneur. Et alors, si je peux ajouter quelque chose, je dois dire que pour un acteur, c'est magnifique de pouvoir improviser, de pouvoir aller encore plus avant de ce qui était prévu peut-être au départ. Et ça marche plus. Ah oui, ça marche plus. Et donc l'improvisation, moi j'ai rencontré très peu de réalisateurs ou de réalisatrices qui fonctionnent comme ça. Et ça donne aussi une liberté où on n'a pas cette sensation d'être enfermé totalement avec le texte, avec la virgule, etc. Et du coup, ça développe un autre imaginaire chez nous et on peut encore plus jouer, en fait. Et on ne fait que ça, on n'a qu'une envie, c'est de jouer, donc voilà. Donc, je crois que ça marche plus. Merci un petit peu. Allez-y, posez vos questions. Je crois qu'il y a Non. Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau film, avec beaucoup de liberté, justement, donc ça fait bien. Moi, j'avais une question un peu précise sur une séquence dans l'aéroport. Comment vous avez fait pour filmer avec autant de glace sans qu'on voit l'équipe de tournage? Dans les toilettes? Dans les toilettes. Voilà, j'ai ces petits trucs qui m'arrêtent en tête. On a beaucoup de temps. Et l'autre chose, c'était par rapport à ces improvisations, comment est-ce qu'à un moment, justement, vous vous dites bah, j'ai ce que je veux, parce que ça a l'air très écrit, et en même temps, il y a de l'impro. Donc, comment on se dit, bah là, parce que je pense qu'on a envie de continuer, en fait. Quand on a autant d'acteurs qui livrent, ça a l'air d'être très généreux dans vos acteurs, en tout cas, que je félicite. Bravo pour le cure-dent, parce que je trouve ça super.
que ça soit venu au tournage et que ça soit ensuite validé. Donc comment on sent qu'on a ce qu'il faut dans la boîte? Bah, c'est des intuitions après. C'est-à-dire, vous voyez, à un moment, si on fatigue, quand on fait des longues séquences comme ça, on peut faire 10, 12, 13 prises, et qui peuvent durer 10 minutes, 15 minutes, je parle en même temps, on rit, enfin bon, j'ai des super ingé son, j'ai un super ingé son qui... Mais pour le coup, on sent, quoi, c'est une intuition. En règle générale, les premières prises, on se cherche encore, et puis c'est un peu difficile parce que intuitivement, là, quand on a tout, les informations, la narration et puis le jeu, bon bah on s'arrête. En règle générale, je n'essaye pas d'épuiser parce que ils sont pas dans l'interprétation d'un dialogue. L'interprétation, on peut faire 20, 30, 40, 50, enfin, voilà. Là, ils sont quand même, c'est mi-interprétation, mi-inspiration. Et l'inspiration, donc l'impro dont on parle, ça peut être très fatigant. Donc à un moment, je sais que on va se concentrer très fort pendant 2 heures. Mais moi, en règle générale, si le tournage va finir à 5 heures, à 90%, il est fini à 16h45. Moi, j'aime bien que voilà, c'est-à-dire que je viens du théâtre, comme nous tous, et qu'il y a un moment, quand on doit jouer à 20h30, c'est à 20h30 qu'on doit être prêt au niveau concentration. C'est un peu pareil. Enfin, vraiment, la culture des théâtreux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on appelle l'inspiration, on est très concentré pendant un temps très déterminé. Et moi, je ne suis pas du style, enfin, je crois que mes camarades ne diront pas le contraire, je ne suis pas du style à allonger parce que l'inspiration, c'est fatigant. Enfin, et même moi, parce que être concentré, tout ça, c'est pour ça que j'ai la chance aussi d'avoir une équipe technique hors pair. Ils le savent, ils sont prêts eux aussi à la première prise. Parce que je sais qu'il y a Clément qui est là, notre chef machinot, il est tout en haut et voilà. Donc, voilà, et donc Clément fait partie. Tu peux venir si tu veux, Clément, si tu as envie de venir. Si, tu dois te faire applaudir. Non, mais comme je sais qu'il est là, je pourrais aussi en parler comme tout autant que moi, mais voilà, c'est une concentration précise à un moment. Donc c'est vrai que quand on commence dans le jeu, ils savent tous, que ce soit au son, lumière, qu'il faut être prêt. Parce qu'ils savent que les acteurs vont donner leur inspiration pendant un temps très déterminé. Et qu'on ne dépasse pas. Voilà. J'ai répondu des glaces. Ouais. Oh, bah, c'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma. Comment? Non, sérieux. Non, il n'y a pas du tout de post-prod. Non, il n'y a pas de post-prod, non. Non, c'est calculé sur les ordres. Bah, c'est justement Clément. Bravo. Avec notre chef. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. La première question, je voudrais savoir Levez la main. Ah, pardon. Comment ça fait les rencontres avec les acteurs et les actrices? Alors, comment se font les... Alors, il y a beaucoup de commentaires d'acteurs il y a des acteurs de ma troupe, les Chiens Navarre, parce que j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle les Chiens Navarre, donc depuis 20 ans. Donc voilà, Et comment dire, et après, bah, comme tout le monde, alors moi je travaille jamais avec un directeur ou directrice de casting, parce que avec Camille on aime beaucoup les acteurs, on les appelle direct, un peu à l'ancienne. Donc voilà, c'est les acteurs que j'aime bien, c'est ceux qui nous aiment bien, c'est les amis des Chiens Navarre, ceux qui aiment bien. Enfin, ça se fait entre... Ça aussi c'est l'inspiration, mais après évidemment il y a des essais, en fait, il y a beaucoup de répétitions et essais pour convenir comment dire, au rôle et puis à la manière de faire. Mais par exemple, Laurent, nous on se connaît depuis 1999, parce qu'on avait joué ensemble, moi j'étais tout jeune à Saint-Jean-des-Abattoirs au théâtre de l'Odéon, et moi j'étais tout jeune, lui il était dans les premiers rôles déjà, et je le regardais, il me fascinait beaucoup, et je voulais travailler avec lui, et voilà, donc 23 ans après. Donc voilà, non, c'est un mélange de rencontres, de désirs, et puis de gens qui sont... voilà, après moi j'aime bien mettre en premier rôle les acteurs de ma troupe, et de mettre les très bankable en guest. Enfin, je vais faire un peu le contraire, quoi. J'aime bien chambouler cet organigramme un petit peu, voilà. Mais tout le monde est d'accord, enfin, ça se fait d'une manière... Bon, je ne vous dis pas que je vais faire ça systématiquement, mais c'est... Ouais, c'est une autre manière de penser le cinéma quand même, un petit peu aussi, le casting au fond. Mais bon, c'est pas... Je finis sur une note triste. Comme ça.
Oui, j'ai une autre question. Et, Oui. je voudrais savoir le budget du film. 2,6 millions. Merci. Voilà. On peut faire encore des chèques. Oui, productrice qui est là. Qui va poser la question suivante? Ce qui n'est pas beaucoup, hein, je le rappelle, parce que peut-être les producteurs vont dire, c'est quoi la moyenne d'un film français en termes de budget, la moyenne? 5 millions. Voilà, 5 millions, donc voilà, on est 2 fois moins. Donc on compte sur vous, même ceux qui ont détesté, pour en parler, parce que plus il y aura de spectateurs, plus les financeurs seront là pour le prochain. Les règles ne changent pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour ce film que j'ai vraiment adoré, mais vraiment, waouh, j'ai été scotchée, je n'ai fait que rire. J'espère que j'ai pas trop dérangé mes voisins, mais vraiment, j'ai fait que rire. Comment? Il riait pas? Oui, oui. Moi, j'ai tellement ri que... Vous êtes mis devant sur une... Oui, vous avez... Voilà, extrait pour pas trop... Engagé par la compagnie. Ouais. Et puis alors les enquêtrices m'ont fait particulièrement rire, surtout vous madame, et je peux même pas vous regarder, j'ai envie de rire. Alors j'avais des questions, deux petits points. Le premier c'était quand on voit le personnage de Ligonnès, là je sais plus trop comment il s'appelle, voilà, et qui est à table. Là, est-ce que c'est aussi pour faire comme si on le voyait un peu partout, quand il est à table, qu'il se fait servir sa langouste géante? Son homard. Son homard, oui. Oui. Ça, c'est une question effectivement qui intrigue, mais malgré tout, c'est sur l'histoire de Ligonnès et on s'est documenté pendant 2 ans sur l'affaire. Vraiment, nous, on a été un peu liés avec Christine, d'une certaine manière. Et il y a, pour ceux qui. Pas jusqu'au bout, enfin, pas encore, mais. Pour ceux qui connaissent l'affaire, quand même, il y a plein de vérités par rapport à ça. Il faut savoir que Xavier Dupont-Ligonnès, à J+5 de son assassinat, donc en 2011, il est passé par La Rochelle, et là, à La Rochelle, il s'est fait un vrai gueuleton dans un grand resto étoilé, enfin, comment dire, pas étoilé, mais si je crois que c'est un étoilé, et il s'est pris comme ça un vrai bon, et il a séduit la serveuse et tout ça. Donc ça, par exemple, c'est une scène qui est véritable, que j'avais envie de... Voilà, et puis l'autre question, après, c'est sans doute sur la chronologie, c'est remontrer à un moment le Bernardin assassin. C'est un petit décompte qu'on vous met dans la tête pour vous dire, attention, il y a une scène terrible qui va arriver. C'est-à-dire que, effectivement, on ne peut pas que rire dans ce film-là. Parce que, bon, après on peut en débattre, hein, mais c'est vrai que cette fascination qu'on a tous un petit peu morbide sur ce type-là, moi le premier, donc c'est pas du tout un jugement, c'est mais pourquoi à ce point-là on est autant fasciné par le mal? C'est ce que dit un peu les deux médecins légistes au début, et pourquoi lui, quoi? Parce que quand même il faut rappeler qu'au-delà de fait il faut bien en faire quelque chose, c'est comme Landru, Chabrol a fait un film sur Landru, il le disait de manière très juste, à un moment il faut bien... Il est tellement horrible ce type-là qu'il faut bien en faire quelque chose de cathartique, il faut en rigoler. Il a fait un film sur Landru, mais c'est un peu la même chose avec Ligonnès. Mais moi je trouve important de montrer, alors attention, il nous fascine tous, mais regardez qui est ce type. C'est-à-dire que c'est un type qui a tué ses enfants pendant qu'ils suçaient leur doudou. C'est-à-dire, et sa femme, non mais sa femme et ses enfants, bien sûr, mais sa famille. Non, mais il a, évidemment, accessoirement. Mais comment dire, non, mais les enfants, enfin, il y a quand même quelque chose C'est insupportable. Mais je ne sais pas quelle était votre question. C'était sur la scène du homard. Du homard, ouais. Bah, c'est le décompte, comment dire, de quelque chose qui va être terrible. C'est la première scène où on le voit rasé, propre, on est dans, comment dire, dans le flashback. Donc elle a un rôle précis dans le fait que, attention, tiens, on le revoit dans le passé, ça va arriver, quoi. C'est une manière de vous prendre la main en vous disant... vous n'allez pas avoir le choix, vous allez voir la scène, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être au plus proche de ce qui a été la réalité véritable à Nantes. C'est-à-dire première chambre, deuxième chambre, troisième chambre, enfin voilà. Et puis je crois que c'est assez connu, en fait, cet épisode-là de Ligonnès, donc du coup c'est important de le mettre dans le film. Oui, non, mais après, bon, il y a plein de fonctions par rapport au film, ça peut pas... Oui, il y a plein de fonctions, que ce soit autant narratif que, comment dire, théorique par rapport au cinéma.
Oui, j'avais une deuxième question. Merci pour cette réponse. J'ai très très bien compris. Et du coup, et pourquoi les enquêtrices, elles savent que c'est pas le vrai et elles vont quand même le torturer? Pourquoi elles s'acharnent comme ça? Ça justement c'est parce que on fait du cinéma et qu'effectivement il faut faire des personnages un peu hauts en couleur, mais de manière un peu plus théorique. Justement, comment on va répondre de manière pas trop non plus... c'est-à-dire que moi j'ai une pensée sur pourquoi à ce point-là on a tous acheté Society, on est tous fascinés par ce type. C'est quoi, Laurent le disait de manière autrement, mais c'est presque ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas envie tous que ce type ait réussi son évasion? C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça. Je pense la plupart des gens seraient assez déçus s'il s'était vraiment suicidé, si on apprend qu'il s'est suicidé. Parce qu'au fond de nous, peut-être, là c'est une provocation, mais peut-être que nous aussi on aimerait bien être comme lui, on a marre de payer nos factures, d'élever nos enfants qui sont chiants, on aimerait bien se refaire la cacahuète ailleurs, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça qui nous a, par procuration, je paraphrase un peu Laurent, c'est-à-dire que ça révèle un peu nos monstres intimes. Et ces deux enquêtrices amatrices, finalement, qui ont envie de sortir de leur vie quotidienne, parce qu'elles en ont marre, la charge mentale et tout ça, à travers, la recherche de ce monstre-là, elles vont révéler le leur. Tout simplement, elles vont passer à l'acte. Bon, chose que l'on ne fait pas nous, mais là, comme on est au cinéma, on met des personnages hauts en couleur, qui font tourner leur surmoi et qui passent à l'acte. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'un western ce film, c'est que la rencontre de monstres, il y a des monstres partout, quoi. Mais effectivement, moi je suis plutôt un cinéaste qui aime montrer les méchants, la violence, le mal. Parce que je trouve que plus il y a de mal au cinéma, moins il y en aura dehors. Ça c'est ma naïve pensée du cinéma et je tiens à cette mission du cinéma. Plus on montre le mal, de différentes manières, lyrique, drôle, triste et ça, moins il y en aura dehors. Donc c'est vrai que moi si je vois des personnages gentils, j'ai tendance un peu à m'emmerder ou sympathiques, quoi. Donc effectivement je vais chercher les recoins les plus terribles, quoi, parce que plus on les voit, plus on les vit par procuration, et plus on se dit que nos vies sont chouettes et qu'on ne va pas reproduire ça dehors. Bon. Je suis sûre que vous savez où sont les Alors je suis qu'un cinéaste. Justement, je me demandais, parce que vous dites, on peut rêver peut-être qu'il soit pas suicidé et en liberté. Pourquoi vous avez choisi cette fin-là qui ferme, enfin, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Pourquoi est-ce qu'il y a les policiers, sachant que dans la vraie vie, il n'a pas été... Parce que justement, encore une fois, je suis désolé de vous répondre, c'est pas une pause, hein, c'est que, comment dire, on est au cinéma quand même, dans le sens où ça reste mon film, donc ma sincérité, mon envie, et que moi, profondément, j'ai envie que ce type soit arrêté, et que j'avais envie de le faire arrêter. Et puis la fin, avec la famille de Zavata et tout ça, c'est aussi la victoire de la cellule familiale, parce qu'on a beaucoup d'enfants dans ce film-là. Et là, c'est quand même très sincère, c'est quand on voit cette espèce de parodie de Happy End, elle est sincère, c'est la victoire de ces enfants qui embrassent leurs parents, qui, je crois fortement à ça, parce que c'est quand même, il est terrible ce fait divers, donc j'avais pas envie de finir le film de manière très cynique, où on le laisse en liberté, ce qui est notre réalité. Non, voilà, c'est mon petit côté, vous le direz comme vous voulez, peut-être moral, happy end, quelque chose de positif, mais en tout cas, sincère pour nous, quoi. On a envie qu'il soit arrêté, qu'il ait été peut-être reconnu par la fille de Zavata. On voulait que Zavata triomphe quand même. Et il fallait que surtout au-delà de Zavata, que ce soit la famille qui triomphe, voilà, on pourrait dire, c'est un film à nos enfants, quoi. Moi j'aurais une question, du terre à terre. Est-ce que vous avez eu besoin de demander des autorisations à la famille ou à la police? Enfin, c'est une actualité au Rochefort quand même. Pas du tout, non. Pas du tout. Et on a même poussé le vice, vous avez vu l'affiche? On a pris carrément sa figure et on l'a vieilli. Donc, non, on a demandé, mais c'est dans le domaine public, hein, l'histoire de Ligonnès, donc il n'y a pas de. On n'est pas dans le domaine de la littérature ou toute commercialisation, donc il nous appartient. Donc on a fait un film là-dessus. Mais encore une fois, vous avez bien vu que. On en parle comme ça parce qu'on est entre nous là, ce soir à Montreuil, mais à aucun moment le héros s'appelle Xavier Dupont-Ligonnès. C'est là toute la subtilité. C'est la malice du cinéma. Oui, en Espagne, ça. Bonsoir, merci beaucoup pour ce moment. Franchement, j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Ça m'avait embêté, je ne l'avais pas vu à Cannes. On m'a dit fonce le voir, tu vas te marrer, vraiment ça va te faire du bien.
Je suis content d'être Bah, c'est mieux à Montreuil, hein, franchement. Hein, on est mieux à Montreuil. On est moins dans le rush, maintenant c'est vrai. Maintenant ça m'a rappelé les Nouveaux Sauvages. Je sais pas si c'était une inspiration. C'est un copain, donc il y a un côté. J'ai vu qu'il y avait une énorme place au niveau de la musique. Si, on vous entend. Au niveau de la musique, il y a même des effets sonores, comme il tape la tête, ou je sais plus, à un moment il y a le pandémonium de Dracula à l'aéroport, il y a Alabama Song. C'est limite un personnage en plus qui suit un petit peu l'enquête, la musique. Et comment vous avez travaillé justement en post-prod ou avec votre ingé son par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de musique préexistante, hein, donc il y a très peu de compositions, à part la scène du homard et 2 ou 3 autres moments dont je me souviens plus déjà, parce que j'ai fini. Oui, il y a ça c'est un son scientifique, comment dire, au moment du meurtre. C'est le son le plus grave jusqu'au son le plus aigu. C'est une étude scientifique, on a juste repris. Ça commence très bas et ça va jusqu'à l'aigu, c'est insupportable. Je voulais que le son soit plus insupportable l'image pour que vous ayez ce beau mélange. Et comment dire, et puis après, il y a beaucoup de musique existante, voilà, parce que moi quand je travaille, j'écris, je ne peux pas écrire sans écouter de la musique. Quelquefois d'ailleurs, la musique vient avant la scène. C'est même une musique qui peut m'inspirer une scène. Donc je ne peux pas travailler sans musique, que ce soit jazz, classique, rock, variété française et tout ça. Donc après, évidemment, bah, je reconstitue, il y a des choses qui changent après, mais voilà, si je vais imaginer Paul Bernardin danser, j'ai la musique avant et après j'écris la scène et je le vois en train de danser. Donc même si c'est, Laurent a proposé sa danse, mais c'est la musique quelquefois qui me chauffe et après j'écris. Donc c'est normal qu'elle ait une place importante, que la vidéo soit un acteur de... Madame, il y a un non, mais elle a une voix magnifique, madame, on l'entend, elle vous porte. pouvez répéter sa question pour que tout le monde l'entende. Oui. C'était un moment d'anthologie totale, que la diatribe que vous faites dire par la voisine. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est un conflit de la diatribe de la concierge qui parle de tous ces nouveaux voisins. Je résume l'intervention. La concierge, c'est Lula Hugo qui joue cette concierge, et puis voilà, c'est toute la force de l'humour et du second degré qui nous permet d'entendre toutes ces horreurs et d'en rire parce qu'on sait tous que c'est du second degré, évidemment. Alors, on a travaillé beaucoup en répétition, en impro, mais le jour J, parce que c'est un long plan séquence en steadicam, ça a été longtemps répété avant. Et beaucoup de scènes ont été répétées énormément en amont, par exemple, vous voyez, parce que là, elle fait une vraie performance d'actrice, parce que tout le chemin qu'elle fait, on le fait en direct, enfin en steady, quoi. Donc, mais ça a été répété longtemps avant, texte, mouvement et tout. Donc, non. Pour répondre, il n'y a aucune impro quasiment. Enfin, évidemment, elle a eu plein de petites phrases surprises au moment même, mais il fallait que ce soit tellement tout soit harmonieux entre la technique, le long plan séquence et tout. Mais c'est l'immense talent de notre Lula Hugo. Elle m'a dit, quand j'ai vu le film, j'ai regretté, j'aurais dû dire qu'elles sont lesbiennes et tout ça. Elle m'a dit ça il y a 3 jours. Ah, j'aurais dû dire qu'elles sont lesbiennes et tout. On va prendre une dernière question. Alors bonsoir, comme tout le monde, j'imagine, enfin, tous ceux qui se sont exprimés ici, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai bien ri, ça fait du bien dans ces temps compliqués. Moi, en tout cas, j'ai une petite pensée pour le pauvre personnage de Monsieur Uzès, qui se fait malmener pendant tout le film, mais que, à la suite d'une dénonciation erronée et peut-être un délit de gueule un peu antipathique, mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir réhabilité sur le générique de fin, où on voit qu'il est en bon état et qu'il danse encore, quoi. Donc, je trouve que le happy end, il résidait là, quand même, vraiment. Vous lui avez rendu justice. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que en réalité, le pauvre Joao, il a pas, vous savez, il est mort, hein, il est mort il y a 2 ans, et je pense que cette histoire-là, ça a vraiment accéléré son vieillissement cellulaire.
C'est-à-dire, ce qu'il a vécu en Écosse, je pense qu'il s'en est jamais remis profondément. Donc, je suis quasiment sûr que son décès est un peu prématuré, parce que le ciel lui est tombé sur la tête. Et effectivement, non, mais ça me permet de parler aussi, là, ça reste du cinéma, parce que dans les personnages de Paul Bernardin et de Uzès, j'avais envie justement, j'avais pas envie que Uzès, donc le faux Bernardin, le faux Ligonnès, soit une chèvre, où on se dit tout de suite, bon bah, le film aurait été rapidement ponctué. J'avais justement envie d'avoir, j'avais proposé à Laurent et Gaëtan Pau, quand il joue Uzès, j'avais envie de dire, il me faut un innocent, mais qui soit vraiment connard détestable, ce qu'il y a au début, et, comment dire, un assassin qui soit le plus lumineux, solaire et sympathique, pour que ça complique les lectures. Donc, bon, je ne sais pas votre question, mais ça me permet de dire que justement, ça fait partie aussi des équations pour rendre ça plus complexe, quoi. Parce qu'effectivement, sur le départ, a priori, il est quand même très détestable, ce monsieur-là. Et pourtant, il est innocent. Et il sourit à la fin. J'avais quand même une toute dernière question, très courte, parce que moi je suis née à Dijon. C'est vrai. Donc pourquoi à Dijon? Est-ce que tu vas aller présenter le film à Dijon? Je pense qu'il peut y avoir un accueil assez spectaculaire. J'irai à Dijon, je serai prêt. Non, mais pourquoi Dijon? Parce que il nous finance. On a eu l'aide de la région Bourgogne. On a eu l'aide de la région Bourgogne, donc voilà, et ils le font depuis Orange-Changuine et ils sont très fidèles et donc qui aiment bien châtie bien. Qui aiment bien châtie bien. Vive la Bourgogne. Ouais. Merci beaucoup. Que vous aimez pas d'ailleurs, qui payent leur place comme les autres. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et merci, vous pouvez à nouveau applaudir l'équipe des Pistolets en plastique.